Bienvenue à mon Ciné Balado. Cette semaine, on a un épisode spécial sur le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Alors, vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Oui, salut. FCVQ dans ses acronymes, comme tout bon festival. On a eu la chance, le plaisir de d'abord parler au nouveau directeur de la programmation, Paul Landriot. Et on a parlé de son travail, en fait, en quoi ça consiste, un peu aussi de la programmation des quelques coups de cœur qu'il y a cette année, et évidemment son parcours, qu'est-ce qui l'a mené là en tant qu'un jeune fan de cinéma. Et ensuite, on a parlé à Maxime Desruisseaux, qui est réalisateur et producteur indépendant pour son film La guerre nuptiale, qui est déjà son troisième film, je pense, deuxième long métrage, troisième film, qui va être présenté dans le cadre du festival. Maxime qui est passionnant et passionné aussi. Puis c'est un film... atypique. Ouais, atypique, qui peut faire peur, mais qui est pourtant très accessible. Voilà. Donc, le festival, on le rappelle, sera du jeudi 8 septembre au dimanche 11 septembre. Alors, vous pouvez aller en ligne pour voir un peu toutes les activités, les projections qui seront données dans le cadre du festival. Et nous, d'ailleurs, on aura une petite activité le dimanche le 11. Ben oui, on est rendu quasiment à faire part, on fait présence dans le film Farador et dans sa mise en marché, on dirait. Après notre passage au Comic-Con, eh bien, l'équipe de Farador fait un panel à Québec en vue du lancement, surtout que c'est un film qui a été tourné ici en majorité. Édouard Tremblay, le réalisateur et créateur du court-métrage et donc du film, vient de la Ville de Québec et plusieurs artisans également. Fait que ça, c'est le dimanche 11 septembre à 13h30 de mémoire à l'Impérial de Québec et c'est gratuit. En fait, au festival, il y a plusieurs activités, discussions et panels qui sont sans frais. C'est les films qui sont payants. Et voilà. Fait que c'est pas la présentation du film, il n'est pas encore disponible, mais ça va être une discussion avec l'équipe. Puis si jamais vous avez écouté notre podcast, et j'espère, quand on a parlé au Comic-Con, mais là, il y a des invités différents qui vont être là. On va entre autres avoir la costumière, fait que ça va être très intéressant. Il va y avoir des images aussi, des photos de tournage et autres trucs. Donc, on vous invite à découvrir et à vous approprier le Festival de cinéma de la Ville de Québec pour les gens qui sont de la région. Comme on dit, beaucoup d'activités gratuites. C'est l'occasion d'aller à la rencontre de notre cinéma d'ici, de nos créateurs d'ici. Et donc, sans plus tarder, je pense qu'on peut laisser la parole à notre invité, notre premier invité, qui est Paul Landriot. Alors, on s'entretient avec Paul Landriot du Festival de cinéma. Oui, c'est moi. Moi, j'aime ça, cette intro-là. Ouais. Du Festival de cinéma de la Ville de Québec, dont l'événement débute ce jeudi-ci, 8 septembre, jusqu'au dimanche le 11. Ouais. Donc, on a la chance de s'entraîner avec quand même quelqu'un qui pratique un métier hors norme, qui patauge quand même dans un milieu qui est très intéressant. Donc, on va en apprendre plus un petit peu sur les coulisses d'un festival de cinéma. Tu es directeur de la programmation, c'est ça? Oui, exactement. Depuis là, ça va être ton baptême, finalement, ta tout à première fait. année? Oui, j'ai pris la relève. Il y a eu, dans le fond, l'an dernier, le FCVQ, en 2021, a annulé son édition. Puis là, il y a comme eu toute une espèce de transition avec un changement d'équipe. Donc, avant moi, il y avait Laura Roard. Avant ça, il y avait Bill Bilodeau, qu'on connaît bien à Québec, qui est rendu au Centre Morin. Puis, directeur général avant, c'est Yann Gaylor, qui était là longtemps. Là, maintenant, c'est Martin Genois. Donc, une nouvelle administration, comme on dit dans les restaurants. Et puis, une édition, ça, qui, cette année, est 100% québécoise. Donc, c'est beaucoup de changements pour le FCVQ, mais l'important, je pense, c'est qu'on est de retour. Ça fait du bien, on a hâte. C'est-tu l'effet un peu pandémie qui fait que c'est juste québécois, pas pour dénigrer, c'est une bonne chose en soi aussi, mais non, mais c'est clairement ça, parce que ça fait quand même, c'est la 11e édition, les 10 premières éditions ont toujours été internationales. Les plus belles années, mettons en 2019, c'était comme 300 films de 50 pays sur 11 jours. Là, avec la pandémie, puis avec aussi le recul d'une annulation, on a pu réfléchir vraiment à ce qu'on voulait faire. Puis dans le fond, cette année, c'est vraiment un geste qu'on veut faire envers l'industrie, de dire qu'on est là pour le milieu, parce que c'est d'abord eux qui ont été touchés par notre annulation, puis qui de toute façon ont été touchés en général, par les arrêts aussi des salles qui ont fermé plusieurs mois à la fois. Donc, c'est pour ça aussi qu'on reprend quelques films qui ont déjà joué, mettons, par exemple, au Clap, qui ont déjà eu une petite sortie, mais qu'on les représente une dernière fois. Quelques films de notre programmation. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est une édition 100% québécoise pour justement faire un geste pour le milieu.
Puis pour reprendre un peu, peut-être de manière un peu prudente, d'y aller sur 4 jours, quoi de très intense, puis de pas nécessairement mettre toutes les... C'est-à-dire qu'on voulait pas justement revenir à une édition de 10 jours tout de suite. Là, on trouvait que c'est un peu tôt, puis qu'on veut être prudent, puis s'assurer qu'on a la structure financière pour permettre un retour à ça. Puis le souhait, c'est vraiment dès l'année prochaine qu'on revienne à une édition internationale. Là. Puis toi, quand tu as eu ce poste-là, que tu as été nommé et tout, t'as-tu commencé tout de suite des voyages partout dans tous les festivals, rentrer en contact avec tous les distributeurs, essayer de voir qu'est-ce qui va être disponible dans la slate un peu de l'automne 2022? Là, tout à fait. Ben, juste avant, j'étais au Rendez-vous Québec Cinéma. Donc moi, j'ai signé la 39e édition des Rendez-vous. Et puis, j'étais déjà donc en contact avec des distributeurs un peu à l'année longue. Là. Et puis quand j'ai commencé mon mandat, on a eu d'abord un premier espèce de projet de juste dire, de passer le message qu'on est de retour. Fait qu'on a annoncé ma nomination, puis on a commencé un peu notre stratégie à Regard, au Saguenay, en mars. Puis à partir de là, on a fait plusieurs événements, festivals à travers le Québec pour dire aux gens, tu sais, le FCVQ de retour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Puis même en 2020, il y a eu un festival, mais majoritairement numérique, à cause de la situation à l'époque. Donc, on voulait d'abord faire passer le message, tu sais, on est de retour, on est sérieux, on veut, tu sais, faire un festival en salle, ça c'est important pour nous. Ça semble évident maintenant, là, en septembre peut-être 2022, mais pendant longtemps, ça fait quand même longtemps qu'on est là-dessus, puis on se disait, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va être correct? Oui. Là, on pense que c'est ça que les gens veulent, en tout cas, moi c'est ce que je veux personnellement en tant que spectateur, tu sais, je m'ennuie des festivals, puis juste d'être sur place, de voir les invités, de voir les cinéastes. Puis, parce que de toute façon aussi, c'est pas nécessairement... Il y a déjà des plateformes qui existent, qui font un excellent travail. Tu peux te faire ton mini-festival chez toi à chaque fin de semaine, si tu veux, en trouvant des films sur iTunes, sur Illico, sur tout.tv, sur peu importe quoi. Toutes les plateformes qui existent déjà font un excellent boulot, tu sais. Puis c'est pas l'offre qui manque. Donc, nous, notre spécialité, puis ce qui fait qu'on peut se démarquer, c'est de faire des événements en salle. Fait que c'est ça qu'on veut faire cette année. Fait qu'il n'y a rien en ligne au FCVQ cette année. Tout est en salle, tout est en présence, puis je pense que ça va être vraiment cool. Puis tu sais, mettons le FEQ cet été à Québec, on a bien vu qu'il y avait un engouement, puis que c'était le fun de revenir à ça. Ouais. Fait que juste le fait que ça existe, je pense ça nous a permis de nous rendre compte aussi à quel point on s'ennuyait de ces événements-là. Tu sais. Donc, c'est ça. C'est ça qui est le plus important pour nous, je pense, c'est de revenir en salle. Puis, donc oui, quand j'ai commencé, tout de suite, c'est les courriels, les appels, fait comme on est de retour. Je suis allé à Regard, je suis allé à Sherbrooke, au Festival des films du monde là-bas. Je suis allé aussi à Cannes. J'ai fait comme quelques événements. Puis majoritairement, c'était pour dire au milieu québécois qu'on était là. Puis parmi les lieux de diffusion, vous allez inaugurer le circuit Beaumont, la nouvelle salle indépendante à Québec. Exactement. Ça, c'est vraiment cool comme projet. Ça fait longtemps qu'on en parle. À la base, le circuit Beaumont, ça devait être sortir début 2020. Puis bon, ben, pour les raisons qu'on connaît, justement, ça a été repoussé. C'est un projet d'Antitube, en fait. Antitube, qui est donc un organisme que ça fait plus de 25 ans que ça existe à Québec, qui a toujours organisé des événements puis des projections événementielles un peu partout. Mais là, ils vont avoir leur propre lieu, donc leur propre cinéma, qui va être vraiment un cinéma qui vont faire quelques projections par semaine avec invités. Ça ne sera pas un modèle commercial. Puis c'est une salle de façon de 60 places, qui est au 4e étage du Centre Méduse, qui est dans le centre dans la Côte d'Abraham. Donc cette salle-là, malheureusement, j'aurais aimé ça qu'elle soit 100% terminée pour le FCVQ, mais avec les délais de construction et tout ça, la salle va vraiment plus être complète en 2023. Okay. Mais nous, on l'inaugure quand même, donc avec des séances là-bas. Puis ça va donner une espèce de lieu qui va venir un peu complémenter l'offre à Québec. Un autre, c'est ça, qui est bien situé aussi au centre-ville. Mm-hmm. Donc, entre le CLAP, évidemment, le cinéma Cartier, puis le circuit Beaumont, je pense qu'on va pouvoir avoir comme un beau réseau de salles plus pour les cinéphiles à Québec. Puis avec l'ouverture du bac à Laval. Il y a comme vraiment quelque chose de fun qui se passe à Québec là, en ce moment. Puis moi, je suis né à Québec, puis je suis vraiment très, très fier de revenir travailler ici, puis de un peu participer de ma modeste façon à cette effervescence, parce que je me rappelle, moi, quand j'ai fini mes études en 2008, donc c'est 2008 que j'ai déménagé à Montréal, ben, à l'époque, c'était donc avant le FCVQ, après le Festival des Trois Amériques, il n'y avait comme rien à ce moment-là en termes de festival. Puis, mettons, Spira, c'était pas aussi gros, Ex Machina, c'était pas aussi gros, là, ils ont construit le diamant, tout ça. Donc, quand moi, j'ai fini mes études au cégep, c'était comme évident que si je voulais continuer en cinéma, il fallait un peu aller ailleurs. Tandis que là, il y a de plus en plus de tournages, il y a de plus en plus de trucs qui se passent à Québec. Donc, éventuellement, ça ne veut pas dire que 100% des gradués du bac vont rester, mais si au lieu de 2%, tu as 10% qui restent, ben là,
tranquillement pas vite, tu crées un milieu. Oui, exact. Je pense pas que ça va devenir aussi gros qu'à Montréal, mais ne serait-ce que Comédia, par exemple, qui a fait des tournages des séries et de certains films et des trucs comme ça. Fait que tu vois qu'il y a une production qui vient de plus en plus, puis pas juste comme l'attrait des vieilles bâtisses du Vieux-Québec de temps en temps. Là, mais... Non, c'est ça. Puis il y a aussi, mettons, tu sais, comme 10e Avenue qui font des films d'animation jeunesse. Bon, c'est moins, mettons, moi, personnellement, mon créneau, parce que je suis moins dans le cinéma jeunesse. Mais c'est incroyable ce qu'ils font, tu sais. On le sait pas, mais leurs films circulent, sont vendus dans des dizaines de pays à travers le monde. Oh ouais, traduits dans une trentaine de langues. C'est ça. C'est fou. Fait que c'est un immense succès. Puis ça, c'est une compagnie de Québec qui travaille à Québec avec des animateurs d'ici. Fait que c'est une grande fierté locale. Fait que c'est peut-être juste qu'on le sait pas, mais il y a vraiment des artistes incroyables ici. Donc, ou tu sais, Studio Élément, il y a des boîtes de prod ici qui existent, de distribution, des cinéastes qui sont ici. Donc, c'est aussi mon travail au SCVQ de faire la promotion de ces artistes-là, puis qu'on puisse savoir, en fait, ah oui, est-ce que tu savais qu'Alan Lake, un chorégraphe incroyable de la Ville de Québec, fait aussi des courts-métrages de danse vraiment cool. Donc, c'est ça. Dis-moi, pour occuper ce genre de poste-là, il faut être un amoureux du cinéma, évidemment. Ouais. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours? D'où vient cet amour, justement, pour le 9e art? Puis comment on arrive à occuper ce genre de travail-là? Ouais, ben il n'y a pas vraiment, c'est ça. C'est un métier un peu méconnu. Puis moi-même, ça n'a jamais vraiment été mon rêve quand j'étais jeune. Hey, je vais être programmateur de festival parce que je savais même pas que ça existait. Je sais pas s'il y a des enfants que c'est ça leur non, rêve. C'est ça. Ben, pour l'anecdote, nous, on fait un panel au festival justement gratuit là, qui va expliquer, ça s'appelle le métier de programmation. Okay. Puis on va expliquer un peu qu'est-ce que c'est, mais tu sais, grosso modo, quand j'étais tout jeune, moi, je tripais vraiment sur les jeux vidéo. C'était ça ma première passion. Puis je pense que le lien... Nintendo 64, Super Nintendo? Ouais, Super Nintendo qui a été la découverte, là, puis mettons, Super Metroid, là, ça a été un coup de cœur absolu, là, un jeu qui est vraiment marquant. Puis les Final Fantasy, là, j'ai beaucoup joué à ça. Final Fantasy VII sur le PlayStation 1. Ça, c'était quand même une claque, là. Puis, je pense que, tu sais, puis là, éventuellement, j'ai commencé à faire des études en informatique, mais je me suis vraiment rendu compte que c'était pas pour moi puis que j'étais pas assez bon. Puis là, éventuellement, je suis allé comme quasiment par la porte, quasiment à reculons, je suis allé en cinéma. Puis je pense que le lien commun, en fait, c'est des récits, des univers. C'est vraiment ça qui me plaît, c'est le côté imaginatif. Parce que les jeux vidéo qui me plaisaient, c'était vraiment plus les jeux de rôle ou les jeux narratifs, là, pas nécessairement des shooters ou des jeux de plateforme. Donc, raconter l'histoire, j'ai toujours trouvé ça fascinant, puis j'ai toujours aimé le cinéma, mais on dirait que je me définissais pas par ça. Puis j'avais l'impression que tout le monde écoute du cinéma de toute façon, ou moi j'ai grandi beaucoup, tu sais, ma cinéphilie en fait, c'est beaucoup à coup de VHS puis de TQS le soir, là. Ouais, dans les versions françaises ou québécoises. Ouais, exactement, fait que tu sais, les Jean-Claude Van Damme, les Arnold Schwarzenegger, tu sais, c'est ça ma première cinéphilie dans le fond. Puis quand j'ai commencé mes études au cégep, là, ça a été vraiment un coup de cœur, là, vraiment absolu. J'ai fait des tournages, évidemment, parce que tout le monde en fait. Puis au début, je me disais, bon, peut-être que je vais être cinéaste, un peu comme tout le monde qui commence l'école de cinéma puis qui sait pas exactement ce qu'il veut faire. Mais vraiment, moi, c'était l'histoire du cinéma qui m'intéressait, puis de découvrir des nouveaux artistes, puis de découvrir des courants de cinéma que j'avais aucune idée. Je me rappelle qu'au cégep, ici, Garneau, c'est là que j'ai fait mes études en cinéma. J'ai écouté un film de Takeshi Kitano, Zatoichi, qui était un film de samouraï anachronique, parce que Takeshi Kitano, à la base, lui, il est connu comme un comédien au Japon. Tu sais, c'est un peu un Louis-José Hood qui aurait commencé à faire des films d'auteur, tu sais. Guillaume Lambert, c'est peut-être un peu ça, dans le fond. Tu sais, c'est un peu quelqu'un qui a commencé à faire des films pas tout à fait d'auteur, mais quand même, il y a sa signature, puis c'est vraiment intéressant, justement, Niagara. Donc, découverte du cinéma japonais, ça m'ouvre des horizons, tout ça. Puis là, je continue mes études à Concordia, à Montréal, puis rapidement, c'est ça, je me disais, moi, ce que j'aime, en fait, c'est pas nécessairement de faire des films, mais c'est de découvrir, de comprendre, de réfléchir à l'histoire du cinéma, puis de partager ça. Donc, je me disais peut-être que je vais être prof, tu sais, c'était un peu ça que je me dirigeais. Puis, petit à petit, j'ai donc commencé un podcast éventuellement qui s'appelait Point de vue, qui est devenu un blog, qui a pris un peu de l'importance, du moins dans le milieu, là. Et ça m'a permis un peu aussi de me donner un prétexte pour aller voir les gens, faire comme... Parce que si t'es juste « Hey, j'aime ça les films », c'est un peu dur de comme parler aux gens. Tu sais, j'ai l'impression que j'avais pas de raison de rencontrer des gens. Ouais. Tandis que quand t'es cinéaste ou directeur photo ou acteur, c'est facile de dire « Ben moi, je suis acteur. Ah, ok, cool. Qu'est-ce que t'as fait? » Puis là... Mais quand t'es juste « Hey, moi, j'aime ça les films », c'est un peu comme... Ben oui, comme tout le monde. Tu sais, prends ton numéro. Mais là, d'avoir un blog, ça m'a permis d'avoir d'être légitime, d'avoir une raison d'être. Puis ça m'a vraiment donné un coup de cœur, c'est ça, le partage. Donc là, j'ai commencé à faire de la critique et tout ça, puis j'ai commencé à m'impliquer sur des festivals, vraiment au bas de l'échelle, faire du bénévolat, vendre du popcorn, déchirer des billets. Puis petit à petit, j'ai découvert que j'aimais ça, ce milieu-là. Parce que évidemment, j'aimais aussi le cinéma régulier, je vais souvent au cinéma, mais
ou à la Cinémathèque ou dans les rétrospectives, mais les festivals, t'as l'ambiance, tu sais. T'as l'ambiance que là, c'est des crinqués qui vont là, tu célèbres le cinéma, puis tous les styles de festival. Là. J'aime autant Fantasia que les RIDM, que le FCVQ, que Regard au Saguenay, que tous ces festivals-là. Tu sais, puis c'est tout le temps le fun là, de se rencontrer puis de se dire « Waouh, il y a des gens qui ont travaillé fort là, pour une seule semaine. » Puis là, c'est comme une ambiance un peu camp de jour. Tu sais, tu vas là toute la journée, tu vas prendre des verres après ça, après les séances. Tu vois du monde que tu vois juste dans ces moments-là aussi. Exactement, c'est ça. Vraiment des crinqués avec qui tu as tes habitudes. Puis tu vas voir des films que tu n'écouterais peut-être même pas là, de chez vous, là, tu sais. Mettons Fantasia, j'adore le festival, mais vraiment des fois des films un peu mauvais qui sont là. Mais je le sais que si je l'écoute pas à Fantasia, je l'écouterai jamais. Ouais. Mettons le 8e chapitre là, de la saga Ring ou le 11e Critters qui sort même pas en salle, en fait, qui va être directement en VOD. Mais tu te dis, mais c'était cool de le voir à Fantasia avec 700 crinqués. Là, ouais, ben si tu l'écoutes tout seul chez toi un samedi soir, tu vas juste dire, c'était plate, puis c'est ça. Mais là, tu l'as vécu, tu l'as pas juste écouté. Ouais. Fait que l'ambiance du festival, ça m'a vraiment attiré rapidement. Puis là, ben, petit à petit, je me fais pas vieux, là, mais je veux dire, le métier rentre, puis j'ai fait plusieurs festivals, puis là, j'en arrive donc au FCVQ. Et puis, c'est ça, j'essaie de... C'est quand même des grosses souliers à chausser parce que là, le FCVQ qu'on a connu dans les belles années, pré-pandémie, était vraiment comme grandiose. Puis on oublie que le festival est jeune. Là, cette année, c'est la 11e édition seulement. Mais avec quelqu'un comme Yann Gaylor à la barre avant Martin Genois, je pense qu'il a vraiment mis le festival sur la map. Puis là, ben, mon défi, c'est de rendre honneur, de chausser ses grands souliers, donc, puis de donner à la Ville de Québec le festival qu'elle mérite. Là. Puis ton rôle quand tu vas à l'international, es-tu juste visionnement, prévisionnement, ou tu vas avoir vu d'avance les films, puis tu vas plus rencontrer les producteurs pour essayer d'avoir une entente pour que le film soit à Québec? Ben, c'est un peu de tout. Ça dépend de quel festival aussi. Dans le sens que, dépendamment du calendrier, quand mettons là, je m'enligne pour aller à Sundance en janvier, on est quand même à plusieurs mois de septembre. Là, donc, c'est pas une temps-là qu'on va signer des accords parce que eux aussi, ils vont négocier avec... déjà, souvent, la date de sortie n'est pas encore définie. Fait que, si finalement, ils décident de sortir le film au mois d'août, puis qui est à l'affiche au clap, ben moi ça sert à rien d'avoir au festival quelques semaines plus tard, c'est plus que ça encore à l'affiche. Ça arrive souvent, ça arrive aussi cette année, c'est avec plusieurs films que tu es en négociation, tu discutes, mettons Confession de Luc Picard, pendant un temps c'était dans les cartons, Arlette aussi, qui était évidemment tourné à Québec, c'était un de mes films qui était sur mon radar, mais là finalement ils ont pris l'affiche, fait que bon, là, ça marche pas avec le festival. Fait que, c'est un peu ça. Fait que, souvent, c'est plusieurs rencontres, puis ça se décide pas nécessairement sur place, mais c'est à la fois des rencontres, à la fois des visionnements. Puis, tu sais, je pense qu'un programmateur est jamais vraiment en repos, entre guillemets, parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va sortir, tu sais jamais. Il y a toujours des nouvelles de cinéma qui sortent à chaque jour. Puis, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber qui va être une révélation pour toi. Là, donc, puis des fois, c'est ça, c'est que tu te rends compte que, il y a plusieurs films comme ça en ce moment. Peut-être que ça serait intéressant de faire un cycle là-dessus. Comme, tu sais, mettons, là, au SCVQ, j'essaie de faire un mini-cycle. J'en parle pas nécessairement, c'est pas quelque chose qu'on communique, mais il y a comme plusieurs films de bois au FCVQ. Puis c'est pour ça aussi que La Contemplation du mystère, qui a déjà eu une sortie, là, je trouvais que ça faisait du sens de le ramener. Beaucoup de films de chasse puis de bois. C'est un film très automnal. Il me semble qu'il était sorti même octobre. Ça fait quasiment un an. Ouais, ben, ils ont pas été chanceux à cause de la pandémie. Ils ont comme un peu sorti dans une période bizarre. Fait qu'il n'y a pas eu nécessairement un gros public. Mais c'est un film super cool que je suis content qu'on représente. Puis ça donne qu'on fait un panel avec Albéric Cortenech, le cinéaste, sur un panel qui s'appelle Identité québécoise, au pluriel. Lui qui est d'origine française, qui va parler avec Nathalie Fontalvo, qui est une artiste multidisciplinaire de la ville de Québec, qui a fait le court-métrage d'Espierta. Puis ils vont un peu discuter de ce qu'est être un Québécois, puis ce que ça veut dire de faire du cinéma québécois. Parce que La Contemplation du mystère, c'est vraiment, je trouve intéressant, de se pencher là-dessus. Tu sais, c'est Albéric, qui est un Français qui est venu faire sa pratique au Québec. Puis tu regardes La Contemplation du mystère, puis c'est vraiment sur la chasse à l'orignal, c'est avec Emmanuel Schwartz. C'est vraiment quelque chose de très québécois, mais d'un regard peut-être extérieur. Donc, qu'est-ce que pour lui, ça veut dire de faire du cinéma ici, alors qu'il aurait pu faire un film, on va dire, à la française, là, genre juste les clichés de cinéma français, là, discussion autour d'un verre de vin, puis engueulade, puis infidélité. Là. Il n'y a pas que ça, évidemment, là, je rigole. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant que lui a fait ce film-là, tu sais. Donc, il va nous en parler dans son panel.
Et dis-nous, est-ce que ça doit jouer du coude entre différents programmateurs des autres festivals? Oui, c'est sûr que oui. Puis en même temps, moi j'ai des bons liens un peu avec tout le monde. Fait que mettons, il y a des films mettons, on est en négociation, puis moi je parle directement avec les autres directeurs de programmation. J'adore le FNC, j'adore les autres Cinémania, tout ça. Donc il y a des films peut-être qu'on va retrouver à ces festivals-là que moi j'aurais aimé ça voir, mais à un moment donné, c'est la game aussi. Là, je veux dire, puis l'idée c'est que on veut tous le meilleur pour le film. Fait que nous, on discute avec les équipes de films. Tout le monde le sait que son film joue. Il n'y a pas de surprise. Donc, c'est des mois à l'avance qu'on a des discussions pour faire comme tel film, peut-être que ça ferait l'ouverture. Puis là, ou tel film, la clôture. Puis là, les équipes de films vont décider selon leur date de sortie si ça les intéresse ou pas. Puis, je veux dire, il y a un bassin quand même réduit de films qui sortent. Là, fait que regardez le calendrier de ce qui sort dans les prochains mois. Puis, s'il y a des films que vous voyez au FNC ou à Cinémania, il y a des bonnes chances que j'étais peut-être en pourparler avec eux, mais c'est fait de bonne guerre, dans le sens que, contrairement à la musique, où un band peut jouer comme partout, dans plein de villes, fait une tournée, en cinéma, c'est pas nécessairement ça. En cinéma, c'est une première en festival d'habitude, puis pas longtemps après, t'as la sortie en salle. Donc, c'est souvent des questions de calendrier, en fait, là. C'est très très rare, mettons, qu'un film au Québec va faire, mettons, Fantasia, FCBQ, FNC, Cinémania, il fera pas les 4. Il va faire un, puis après il va prendre la fiche. Essayer d'aller en chercher un à l'international, un peu comme ton Babysitter qui était allé c'est ça, tout à fait. Je pense. Ouais, donc, puis comme, mais moi, c'est pas nécessairement un enjeu pour moi tant que ça, dans le sens qu'on a pris quelques films qui ont eu leur première à Fantasia, puis on les représente ici, comme De Diabétique ou Les Pas d'allure d'Alexandre Leblanc, vraiment un film incroyable. Parce que moi, dans le fond, je me dis, ce qui compte, c'est le film, tu sais. Mais ensuite, s'il y a eu juste une sortie en festival, moi, ça me dérange pas. S'il y a eu une sortie au Clap, puis une vraie sortie que tout le monde a pu le voir, c'est sûr que là, il faut aussi que je pense qu'il faut que je vende des billets, puis que les gens n'ont pas le goût de voir justement Babysitter, parce que comme il a joué toute l'été. Il est trop frais, tandis que, mettons, Contemplation, c'est ça. Ensuite, c'est ça. C'est des paris qu'on fait, puis on espère que ça va rejoindre son public. Mais là, c'est vraiment une édition particulière aussi où il y a eu tellement d'arrêts, les salles étaient fermées. Nous, on a annulé l'an dernier, qu'on veut donner la chance à quelques petits films. Très belle journée aussi, on va le représenter, même s'il est sorti en salle, parce qu'on se dit que justement, c'est un film qui a peut-être pas eu beaucoup de... Il n'a pas nécessairement rejoint son public. Et on invite Patricia Liberté qui va nous faire un panel avec Philippe Mecky qui s'appelle Tourner autrement, parce que c'est un film indépendant qui a été tourné sur plusieurs années avec un Google Pixel 2. Donc ça, c'est un panel plus... c'est gratuit aussi, le panel. Dans le trafic en vélo, là, c'est intense qu'ils ont fait. Là. Ouais, puis ils ont bien... Ils ont pas juste... C'est pas une gimmick, dans le sens qu'il y a certains plans qui pourraient juste exister à cause que justement ils ont eu un téléphone, tu sais. Donc, tu sais, des courses poursuites à pied dans le métro, des affaires comme ça. Donc, ça aurait pu exister, mais ça aurait coûté comme 1 million juste cette scène-là pour... Faut que tout soit orchestré, alors que là, c'est plus rien n'est orchestré, mais ça marche. C'est du chaos naturel un peu. Tout à fait. Fait que ça, il va pouvoir nous en parler. Ça fait que quand on a un bon prétexte pour rejouer le film, on va le faire. Si on a comme pas un prétexte, mais si on a une bonne idée puis ça fait du sens. Mais je vais pas juste non plus remettre tous les films qui ont joué l'an dernier. Il faut que ça fasse du sens dans la prog. Là. Alors, peux-tu nous parler justement de quelques coups de cœur que tu as pour cette édition? Ouais, ben c'est sûr que Niagara, c'est un immanquable, le film d'ouverture. Puis je suis très très hâte que les gens découvrent le film. Guillaume Lambert, c'est ça, qui est un comédien qu'on a connu. Moi, j'ai connu dans Like Moi. Là, ça a été ça un peu qui l'a fait connaître. Mais il y a vraiment une bonne plume. Il a fait un petit roman là, que peu de gens ont lu, là, Satyriasis. Très très bon. Puis là, c'est lui qui signe le scénario aussi de Niagara. Puis il y a vraiment, tu sais, ceux qui ont vu son premier film, Les Scènes fortuites, il y a vraiment, je pense, un step-up. Puis sa carrière m'a fait un peu penser à Xavier Dolan. Il y a un peu un style de cinéma un peu pop, un peu accessible, avec vraiment des très bonnes répliques. Puis une session de la musique aussi, la musique pop nostalgique des fois, qui est vraiment intéressante. Vraiment comment on appelle ça en anglais? Des needle drop, là. OK, genre, des grosses tonnes au bon moment. Au bon moment, là, c'est ça. Fait qu'il y a un peu de ça, justement, qu'il partage avec Xavier Dolan. Puis... son casting aussi vraiment fascinant là, avec beaucoup de gros noms, puis autant des jeunes que t'as Marcel Sabourin qui fait le père qui meurt dans le film. Ce qui n'est pas un spoiler, là, c'est ça la prémisse, là, c'est qu'un père meurt suite à un Ice Bucket Challenge, puis dans le fond ses 3 frères doivent se retrouver parce qu'ils vivent dans des villes différentes. Ouais, ils semblent pas très unis les 3 frères. Non, c'est ça, puis ils habitent dans des villes différentes, donc le film en fait c'est comme un road trip là, finalement. Là.
Fait que ça, c'est vraiment très, très cool. Là, c'est super chouette. Puis le film prend l'affiche la semaine suivante. Donc, les gens vont avoir l'occasion de le voir s'ils n'ont pas eu la chance de le voir au FCVQ. Sinon, de Diabétique, moi, ça a été un gros coup de cœur. Je pense que c'est un film méconnu que les gens vont être très surpris de voir ça. C'est sorti un peu de nulle part. Là. C'est un cinéaste anglophone, mais québécois, donc Michel Safier, qui fait un film qui est vraiment... autant l'esthétique que le propos sont réfléchis ensemble, parce que le film, donc... Puis lui, il est diabétique dans la vie. Il a fait une boîte de prod qui s'appelle Type A Production. Et dans ses notes d'intention, vraiment, c'est que le film est lo-fi. Et c'est censé refléter un peu l'état, des fois, de fatigue que subissent les diabétiques. Puis qu'on ne comprend pas nécessairement si on n'est pas diabétique soi-même. Il y a comme une espèce de... Il y a comme un clash un peu... puis des préjugés, des fois, qu'on peut avoir envers ces personnes-là, qui ont juste eu une malchance d'avoir, donc, cette situation-là. Puis... dans le film, c'est quelqu'un qui revient à Montréal après longtemps, qui est comme cinéaste, mais on sait pas trop sur quoi il travaille, il veut pas trop en parler, puis il appelle plein de ses amis comme « Hey, je suis en ville, let's go, on fait un gros party ». Enfin, il y a juste une personne qui se pointe, puis il est vraiment comme déçu de ça. Puis là, ça va être dans le fond sa nuit, un peu de débauche avec lui, avec cet ami-là, son seul ami qui s'est pointé. Puis qui va un peu apprendre des leçons de finalement c'est peut-être moi le trou de cul là, si personne n'avait voulu me voir là, et ça ressemble vraiment en fait au film des frères Safdie là, pas aussi intense là, mais si vous avez vu Uncut Gems ou Good Times, c'est un peu ça là, sur une nuit qui va de plus en plus mal, mais c'est moins kinétique là, on est plus lo-fi, mais il y a un film justement qui joue en ce moment à l'affiche là, Funny Pages, qui est super cool, puis c'est un peu dans la même esthétique puis ambiance, puis c'est produit d'ailleurs par les frères Safdie, fait que c'est un peu pour ça que je dis ça. C'est ça, une espèce de... Un petit peu quelqu'un qui a beaucoup d'amertume. Puis, je pense que c'est le genre de personnage, je sais qu'on peut se reconnaître, où on a tous connu quelqu'un qui a quitté puis qui revient. Puis, c'est ça, moi, maintenant, j'habite à Montréal, je viens de Québec. Puis, des fois, il y a un peu, des fois, ce clash-là avec quelqu'un qui est parti, là, puis t'as l'impression que... Comme s'il avait trahi là, ses amis, là, puis c'est comme, on sait bien, toi maintenant t'habites dans Granville, puis... Fait que ça, je trouve que c'est tout le temps des rapports vraiment intéressants, d'amitié, mais toujours un peu d'amertume, puis avec ceux qui sont restés, puis t'as l'impression que c'est dur de déménager. Ben, il y avait c'est pas exactement les mêmes motifs, mais t'avais ça un peu avec Ligne de fuite, tu sais, que... une amitié mais qui s'envenime puis que finalement tu te demandes au fait devrais-tu rester ami, parce qu'il y a un peu ça, tu dis la personne est partie, j'ai un de mes bons amis aussi qui habite plus à Québec, il y a rien qui est envenimé, mais c'est bizarre cette relation là. Mais même si c'est ça, c'est que ça sera jamais la même chose, ça sera jamais tout à fait pareil, tu sais. Dès que quelqu'un déménage, la relation peut pas rester telle quelle, puis oui, on se dit toujours on va s'appeler, on va faire des choses, je vais venir souvent. La vie fait que... c'est une routine où est-ce que t'es, loin des yeux, loin du cœur. Hein, ou même juste en banlieue, tu sais, des fois, les gens qui déménagent un peu loin, puis... Donc, c'est ça. Fait que ça, ce film-là, Diabétique, super bon, une belle surprise. La garde nuptiale, je sais que vous avez eu une entrevue avec Maxime, là. Ouais, je sais pas peut-être. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu, je sais pas encore, dans le montage, on va mettre... Parfait. On va pas trop en dévoiler, mais ça, c'est un ovni. Puis ça, c'est une production de la Ville de Québec. Maxime, donc, qui habite à Québec. Production indépendante. C'est vraiment fascinant, ce film-là. Ça ressemble à rien d'autre. Un peu une espèce de mélange entre la thérapie de couple, la sci-fi, puis la bande dessinée un peu, ou le meeting Zoom, parce que dans le fond, le film est construit avec toujours plein de split screen. Mais c'est vrai que c'est plus BD que... Moi, ça m'a fait beaucoup penser à un roman graphique. Puis il y a une séquence dans le film, donc, j'en dis pas trop, là, mais il y a une petite séquence un peu western, qui ressemble un peu à un western. Puis là, t'as vraiment l'impression de tourner les pages d'un roman graphique, là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool, là. Ça, c'est à voir, puis c'est avec une belle séance, là, je pense, là, à Québec, là. Puis le film de clôture, Snow Angel, je pense. Snow Angel, film donc indépendant, tourné en Gaspésie, tourné en anglais. Premier long métrage de Gabriel Allard, qui a fait beaucoup de télé. Puis c'est la compagnie de production, donc Grand Karma, c'est lui et Catherine Bérubé, qui sont producteurs de ça. Et Catherine Bérubé, donc, qui interprète le premier rôle. Une actrice qu'on a connue dans District 31. Là, elle incarne donc Mary Jane, une snowboardeuse qui, en ouverture de film, il y a un accident terrible, plusieurs morts. Et là, elle tente donc elle met sa carrière sur pause, puis elle tente un peu de faire le deuil de ça. Donc, elle va dans son chalet en Gaspésie. Mais là, des forces mystérieuses l'empêchent de vivre son deuil. Donc, j'en dis pas plus. On est un peu dans le film d'horreur psychologique, thriller psychologique, un peu à la Shyamalan ou à Amenabar, avec une touche de fantastique un peu. Donc, une espèce de... C'est pas un huis clos, là, mais on est comme 90% du film dans le chalet. Puis, vraiment un film que Catherine Bérubé porte sur ses épaules. Là, une espèce de film où
est-ce qu'elle devient folle? Est-ce qu'elle devient pas folle? Est-ce qu'elle va pouvoir justement passer à autre chose? Est-ce que son trauma, comment qu'elle va le vivre, son trauma? Donc, ça, c'est bien intéressant. Puis c'est le genre de film genre que tu t'écoutes en salle, puis tout le monde fait le saut en même temps, puis tout le monde fait que la tension, là, tu sais. Tu me piques ma curiosité. C'est très rare. Puis c'est le genre de film qu'on fait pas beaucoup au Québec. Puis, puis bon, ça donne que ça a été tourné en anglais. J'imagine que c'est aussi une volonté de le vendre à l'international, là. Donc, c'est drôle aussi drôle. Je sais pas si c'est drôle, mais c'est impressionnant de voir des acteurs comme Paul Doucet, Catherine Bérubé, Alexandre Nachier, jouer des personnages anglophones. Ouais, Paul Doucet, il l'a fait dans quelques films quand même, il me semble, là, des productions anglophones. Ouais, il est bon, il est très bon. Temps-là, ouais. Donc, ça, c'est le film de clôture. Fait que ça, c'est avec tout un événement. Puis il y en a plein d'autres, mais je veux pas non plus parler de tous les films, là, parce que là, sinon, les gens vont dire, finalement, il n'y a pas de coup de cœur. Il fait juste nous vendre toute la prod. Là, c'est comme des enfants, là. Comment tu peux choisir, non, finalement. C'est ça. Voilà. Puis, je sais pas si tu as fait beaucoup de festivals à l'international. T'as-tu un coup de cœur d'un endroit? On parle toujours de Cannes, mais il paraît que finalement, les gens qui y vont, si t'es pas dans les A-listers, c'est pas si cool que ça. Fait que je sais pas s'il y a d'autres petits festivals qui t'ont vraiment surpris que de l'ambiance, de la synergie un peu qu'il y avait sur place. C'est sûr que je pense que pour un cinéphile, aller à Cannes au moins une fois dans sa vie, c'est vraiment intéressant. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de vente de billets. Il faut que tu aies une raison. Il faut que tu sois soit journaliste, distributeur ou que tu aies travaillé sur un film pour que tu puisses vraiment en profiter, parce que c'est vraiment contrôlé, puis c'est parce que la demande est trop grande à Cannes. Donc, parce que c'est pas une question de salle. La salle fait genre, je sais pas, 3000 places, là, la salle principale. Fait que c'est vraiment chouette d'aller là. Mais moi, perso, je trouve que c'est trop gros, effectivement. Puis, comme je suis tellement un petit pion dans l'échiquier mondial du cinéma, c'est ça. Si t'es le président de Universal, là, c'est cool d'aller à Cannes. Ça, c'est sûr. C'est bien reçu. Puis les films sont excellents. Moi, d'ailleurs, il y a un film qui va sortir bientôt. Là, mon coup de cœur de Cannes, là, c'est Armageddon Time de James Gray. Film américain avec Anthony Hopkins, notamment. Puis c'est un film autobiographique sur l'enfance de James Gray. Ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je pense que c'est un des gros films aux Oscars cette année. Je pense qu'ils vont le pousser comme une espèce de film de prestige un peu, là. Mais ça me fait penser avec Trump aussi, je pense, dans ce film-là. C'est ça? C'est lui? Non, c'est plus l'enfance, genre un jeune qui se lie d'amitié avec un jeune noir, dans le fond, à l'école, dans le Bronx. Puis lui se rend pas compte qu'il est privilégié, puis que son ami noir a vraiment pas beaucoup d'argent, puis ils veulent un peu faire des plans à long terme, mais lui, finalement, son ami va quitter l'école pour s'occuper de sa mère, puis c'est un peu un drame sur le quotidien, puis comment que, du point de vue des enfants, qu'eux, ils voient pas ça nécessairement, les tensions raciales. Puis c'est ça, puis c'est un film disant que tu explores l'histoire des États-Unis, puis tu te rends compte que même de nos jours, puis même au Québec aussi, c'est pas tout à fait réglé, ces questions-là. Donc, vraiment un beau drame à voir, là, qui m'a vraiment bouleversé. Je pense que justement, j'ai regardé ce matin avant d'enregistrer, le poster est sorti. Ouais, l'affiche est sortie. C'est ça, je me demandais si la bande-annonce suivait. Ça devrait pas tarder. Probablement, j'ai pas vu. Là, souvent, mais c'est l'inverse, en fait. La bande-annonce sort avant l'affiche. Mais elle est peut-être disponible, mais en tout cas, ça devrait pas tarder. Je pense qu'il sort le 28 octobre en salle. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Là. Mais là, on parlait de quoi? Des festivals. Donc, juste le festival, comme genre l'endroit et tout. C'était pas impertinent. TIFF à Toronto, moi, je trouve que c'est incroyable. C'est un des plus gros au monde. Mais c'est que TIFF, encore, vu que t'es à Toronto, là, vu que t'es au Canada, t'as pas toute l'espèce de glam incroyable de la France. Puis on a souvent le préjugé et le cliché que TIFF, c'est juste des gros films américains. Il y a ça, mais il y a comme 400 films au TIFF. Puis plein de films. Là, moi, j'ai fait certaines de mes plus belles découvertes de cinéma international, d'auteurs, des gens que je connaissais pas, au TIFF, justement, parce que si tu vas pas au tapis rouge avec Brad Pitt, à côté, t'as plein d'autres options. Donc, fait que c'est vraiment, vraiment cool. Notamment Lav Diaz, qui est un cinéaste philippin. Là, ça, c'est du vraiment hardcore cinéphilie, là. Mais c'est le genre de cinéaste qui fait des films en noir et blanc de 8 heures, là. Puis ces films sortent rarement en salle, mais il y a Norte, The End of History, en 2016, qui avait pris l'affiche dans pas mal de cinéma. Ça a été sa plus grosse sortie. Le film faisait uniquement 4 heures, donc je pense que c'était plus commercial. Ouais, c'est ça. Pour des cinémas moindrement commerciaux, là, c'est dur à justifier, mais Lav Diaz, c'est une belle découverte. Sinon, il y a un film indien qui s'appelle The Gangs of Wasseypur. Ce film, là, je pense qu'il est sur Netflix en 2 parties, mais c'est un film de gangster, puis ça ressemble vraiment sur plusieurs décennies. Là. C'est vraiment un film un peu, c'est le Godfather indien, dans le fond. Et c'est aussi, des fois, on pense au cinéma indien juste comme du Bollywood, là, mais ça, c'est un peu l'anti-Bollywood, là.
Et puis, ce cinéaste-là, il est incroyable. Puis, c'est ça, The Gangs of Wassayper, qui est comme donc une ville, là. Puis, c'est que tu vois ça, c'est un peu comme si vous aimez Goodfellas, vous aimez Godfather, puis ce genre de film de gangsters-là, c'est incroyablement bon, là. C'est vraiment... c'est super, puis c'est sur plusieurs décennies, tu sais. Okay. Donc, tu vois un peu l'évolution, puis comment que le fils de l'autre, qui a déjà des bonnes relations, arrive, puis là, finalement, prend plus de pouvoir, puis... non, c'est vraiment très, très cool. Ouais. Sinon, sur le plan personnel, aurais-tu une petite anecdote à nous raconter? Quelque chose de cocasse qui t'est arrivé dans le festival? Au TIFF, pas nécessairement, mais tu sais, puis il y en a d'autres, il y en a vraiment plein des festivals. Là. En Allemagne, il y a Oberhausen, c'est un festival de court-métrage uniquement. Puis ça, c'est toujours cool, les festivals de court-métrage, parce que t'as pas la... Puis Regard au Saguenay aussi, c'est un des plus gros au monde, là, puis c'est vraiment chouette d'y aller. Parce que t'as pas la pression puis la politique avec... Puis parce que t'as pas d'argent dans le court-métrage. Fait que c'est ça. Non, mais c'est vrai, tu sais. Dans le sens, c'est comme un festival de musique. T'sais, si tu vas au gros festival avec les gros bands, c'est quelque chose. Mais quand tu vas dans les petits festivals qui sont spécialisés ou que c'est uniquement des artistes indépendants, t'as comme une convivialité, puis quelque chose de le fun qui est là, tu sais, puis tu sens que les artistes sont absolument pas blasés, puis qu'ils sont tellement reconnaissants d'être là. Fait que des fois, c'est le fun, des petits festivals un peu plus en région. Tu sais, au lieu, mettons, tu sais, la FEQ, c'est génial, puis tout le monde, faut aller au FEQ si vous aimez la musique, mais des fois aussi, tu vas au festif, ou tu vas ailleurs, ou tu vas des petits trucs, puis c'est comme là, des fois, que tu fais tes plus belles découvertes, tu sais. Mais anecdote de festival, je sais pas si j'en ai en particulier, ou du moins pas des trucs qui se racontent publiquement. Ouais, c'est ça, mais t'es pas retrouvé assis à côté du réalisateur, puis tu le savais pas, puis t'étais en train de dire que c'était vraiment pas bon le film, une affaire de même. Pas que je me souvienne, c'est plus des parties de fin de soirée qui en finissent plus, puis tu finis à 5h du matin. Cannes, c'est beaucoup ça, là, c'est beaucoup des parties qui finissent plus, puis des appartements tellement chers que tout le monde est comme 5 dans un appartement avec 3 lits, puis il y en a un qui dort sur le divan, puis l'autre qui dort sur un sleeping bag. C'est le genre de place où, anyway, tu dors 4 heures par jour, puis t'es en visionnement, puis en rencontre, puis en cocktail non-stop. Là, ouais. Puis Regard, c'est la même chose. De Regard, il y a des parties légendaires aussi là-bas qui ont lieu. Donc, ça, c'est toujours cool. Ouais, là, faudrait pas trop, c'est ça. Tu peux dire ce qui se passe à Cannes, mais si tu dis ce qui se passe à Regard, ça va vite te revenir contre toi. Là. Non, c'est ça. Bon, on salue Rémi Fréchette, avec qui on a fait des gros parties à Regard, ça, c'est sûr. Ouais, mais des trucs qui se racontent pas nécessairement. Là. Ah non, mais c'est cool. Merci beaucoup d'être passé, Paul. Merci. Ouais, merci d'avoir partagé cette passion. C'est vraiment intéressant. Puis on se voit au SVQ. Moi, j'ai vraiment tellement hâte de voir le public. J'ai hâte de vous voir. Vous viendrez voir des films si vous avez le temps. Je pense que ça va être super cool. Puis, c'est ça, le SVQ est de retour. Il faut en profiter si vous êtes curieux, si vous aimez le cinéma. Je pense qu'on a une belle programmation cette année. Puis c'est très accessible, c'est ça. Des fois, on a le préjugé que les festivals, c'est vraiment des films tout le temps super compliqués, puis expérimentaux. Mais tu sais, Niagara de Guillaume Lambert ou d'autres films de la programmation, Les 12 travaux d'Imelda, tu sais, c'est des trucs vraiment que vous allez voir à l'affiche dans pas long. Ouais, c'est juste que vous voyez la première avec l'équipe de film. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir vivre ce moment-là. Ouais, exact. Fait que du 8 au 11 septembre cette année. Puis fait que bonne chance, bon succès pour cette année et les éditions à venir. Merci beaucoup. Alors, on accueille avec nous mon ciné-balado, le réalisateur Maxime Deruisseau, dont c'est une grande semaine pour lui parce qu'il va présenter son nouveau film au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Mais il passe par le balado pour jaser non seulement de son film, mais aussi un peu de sa carrière. Donc, merci Maxime de t'entretenir avec nous. Ben, merci de l'invitation. Moi, je suis votre balado. Puis en plus, à tous les films que je vais voir au Clap, ça en parle au début, juste avant. Puis le dernier film que je suis allé voir, 3000 Years of Longing, ma blonde m'a dit hey, « T'es connais-tu ces gars-là? » Puis là, j'ai dit ben, je sais c'est qui, je connais leur balado, puis je suis Jean-François sur Letterboxd. Moi, je savais pas que j'avais un rayonnement là, comme ça. T'en as un. J'ai dû liker... J'estime, faudrait que j'aille check, là, mais une quarantaine de tes reviews au fil du temps. Ah, ben ça se peut. Moi, je suis pas membre pro, fait que je suis moins. Il y a du monde qui sont. C'est le nouveau Facebook, là, genre popé plusieurs fois. J'avoue que j'ai pas les notifications, les choses comme ça. Ah, okay. Moi, j'ai cette maladie, là. Ah, ben, j'ai vu, là, j'étais à follow you, à follow back, là. Fait que, fait que j'ai lu plusieurs de tes reviews. T'es quand même plus étoffé que moi. Peut-être que je me garde du jus pour le balado. Puis, ouais, ben c'est ça. Après ça, tout le monde a son style. Là, moi, je la voyais beaucoup, ton Letterboxd, comme un peu un point d'entrée pour ton balado, justement. C'est comme il est marqué que tu fais le balado, puis je voyais ça comme un point d'entrée. Là. Puis t'as sûr que c'est le genre liner punch, là? C'est comme une phrase, une blague autour du film et puis secrètement, c'est ça que j'aime le moins, moi, parce que je trouve que c'est comme du clickbait. Fait que c'est pas un échange de passionnés, c'est beaucoup genre tu fais une joke puis t'espères qu'il y ait 10 000 personnes qui la like. Ouais. C'est comme quand tu punches, quand tu fais de l'impro, tu fais juste faire tes exactement, c'est ça. Mais
mais c'est un univers, tout peut exister sur Letterboxd. En même temps, c'est ça qui est cool, parce que c'est un peu ça l'art aussi. Il n'y a pas de chemin officiel précis qui est le bon. T'sais. Tout le monde essaie de se démarquer à sa façon, puis c'est bien correct. Puis là-dessus, je te prends le ballon bon, parce que je pense que ça résume bien aussi le parcours des cinéastes, de ceux qui veulent faire des films. Écoute, tous les chemins ne sont pas pareils. Tu nous parlais un petit peu de ton background ou ce désir-là, où est né de vouloir faire des films? Est-ce que c'est depuis ta tendre enfance? Ben, depuis ma tendre enfance, le storytelling, mais j'ai commencé par écrire. Okay. Puis je me souviens, les premières histoires, ma sœur dessinait, puis moi j'écrivais, puis on copiait les Schtroumpfs. Ça, c'est mon premier souvenir de storytelling. Là, puis là, on avait inventé un langage qui était exactement comme les Schtroumpfs, mais au lieu d'être les Schtroumpfs, c'était peut-être les Caravos. Là, je sais pas quoi. Là, je me souviens qu'après ça, on faisait des revues qu'on appelait Cage à rire. C'était totalement un rip-off de Safari. Puis bon. Puis éventuellement, je me suis mis à l'écriture, puis plus jeune, quand j'étais à la fin de mon secondaire, j'ai été publié. Mais c'était beaucoup sous l'angle le jeune élève qui joue au hockey, qui écrit des livres. Là, c'était pas... Il vendait pas de livres. Là, comme un enfant star. Mais... Ouais, c'est ça. Il vendait pas le livre. Il vendait le punchline. Là, puis éventuellement, avec l'avènement des DSLR, ben là, c'était comme... J'écoutais votre balado avec Raphaël Ouellette qui disait qu'il s'imaginait pas que c'était possible de filmer. Puis j'avais exactement le même sentiment. Puis à un moment donné, ben, quand il est arrivé les DSLR, j'ai des amis qui disaient « Ben oui, on préfère un film. » Puis là, j'étais comme « Ah ouais, c'est dans ma hot. » Puis tout. T'sais. Fait que quand ça s'est arrivé, ben moi je suis très autodidacte de nature, donc j'ai pas étudié en cinéma, j'ai pas fait de court-métrage, puis là j'étais là, parfait, on fait un long-métrage, puis ça va être épique, puis on va aller à Cannes. Fait qu'on comme Xavier Dolan, genre un peu. Exact, mais lui, ça a plus marché. Ouais. Nous autres, on a fait un film dont je parle... C'est comme mon Voldemort, là. J'essaie de pas trop le nommer parce que c'est pas une bonne carte de visite pour moi, mais ça s'appelait Une histoire du Nord, puis il n'y était aucune sélection en festival, aucune diffusion, puis il en méritait pas, bien correct, puis on l'a mis sur YouTube, puis il est encore là parce que étrangement, ça m'amène du trafic sur ma chaîne, c'est genre 100 views par jour 10 ans plus tard. 100 views, c'est pas énorme, mais je veux dire... Ça fait quand même beaucoup pour un petit film caché sur Internet. Là. Mais je veux l'enlever de ma chaîne parce que ça me gêne un peu qu'il existe encore. T'sais, c'est comme Tarantino, My Best Friend Wedding. T'sais, il dit tout le temps qu'il veut faire 10 films. Ouais, mais t'es à 11 en réalité. Parce que t'as fait ce film-là que tu nies qu'il existe. Là, hey, je savais même pas. Ouais. Ça, okay. C'était un scénario qui mélangeait pas mal Reservoir Dogs, Natural Born Killers, puis le film de Tony Scott que j'oublie. True Romance. True Romance. C'était comme tout ça qu'il avait mélangé au début. Il l'a filmé. Ça a l'air que la pellicule a en partie brûlé. Puis là, il existe un edit de 28 minutes genre sur Internet à ce jour. Okay. Puis Tarantino joue comme le rôle principal. Il paraît que c'est ultra mauvais. Je n'ai pas encore commencé dans ma watchlist. As-tu déjà vu? Non, j'ai jamais vu. Puis éventuellement, il a tout brisé ça en scénarios différents. Puis c'est comme ça qu'il a fait son argent pour faire Reservoir Dogs, puis etc. Mais fait que j'ai fait Une histoire du Nord. Puis j'ai déchanté dans la mesure où je me suis rendu compte que j'étais pas capable de faire les films que je pensais que j'étais capable de faire. T'sais. Puis j'avais fait ça très ambitieux. Là, genre, je voulais faire une espèce de Goodfellas dans le Nord. Puis je m'imaginais que ça allait être bien big. Là. Tous les films puis les genres que t'aimes. Je me souviens aussi de faire des films dans ma jeunesse, cégep, puis c'était tout un peu gangster avec des fusils du Dollarama. Exact. Moi, c'était aussi... Ben, on doit avoir à peu près le même âge à l'époque aussi. Guy Ritchie, Snatch, d'essayer de faire des montages dynamiques, arrêt sur image. Exactement. Il y avait des arrêts sur image dans mon film. Exact. C'était très... très héritier de Pulp Fiction là, dans ma tête. Là, ouais. Puis... mais tu sais... C'était de l'émulation, puis c'était de l'émulation ratée en plus. Fait que... Avec des amis qui sont pas toujours trop bons comédiens non plus. Exactement ça. Là, fait qu'on voit le genre. Fait qu'après avoir fait ça, ben j'étais comme déçu de moi, puis un peu gêné, puis tout. Puis là, ben je suis tombé dans les films de l'ONF. Ça m'a bien gros marqué. Puis principalement Michel Brault, Pierre Perrault, l'Acadie, La Bête lumineuse... Moi, c'est plus ces deux-là que Les Ordres, puis Pour la suite du monde, quoi, que je les trouve très cool aussi. Mais moi, l'Acadie, puis La Bête lumineuse, c'est mes deux gros coups de cœur de l'ONF. Puis j'ai bien gros trippé aussi sur Robert Morin, Requiem pour un beau sans cœur. C'était tous des films, Yes Sir Madame, tous des films qui essaient de transformer le minimalisme en force. Là, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de faire quelque chose d'épique et au-dessus de tes moyens, ben, essayer de faire quelque chose de plus petit puis de miser sur l'authenticité, sur le concept, sur whatever. Fait que là, c'est là qu'on a fait Harry, portrait de détective privé. Ouais. Qu'on a filmé par petits coups pendant 2 ans. Donc, j'habitais chez l'acteur principal, qui était mon ami. Je t'emménageais avec chez eux, dans son sous-sol. Là, puis
On filmait une fois de temps en temps, aux 2 semaines, puis on filmait des petites scènes. Puis lui, c'était pas un acteur professionnel, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, puis qui est drôle, puis tout. Fait que l'idée, c'était de le filmer assez longtemps pour qu'il oublie qu'il y a une caméra, puis là, il devenait naturel, puis tout. Ouais, parce que le concept du film, ceux qui l'ont pas vu, c'est un documentaire. C'est un faux documentaire. Ouais, c'est ça, si je punch. Fait que, est-ce que tu avais quand même un genre de scénario d'où tu voulais aller, ou filmiez juste plein de scènes de lui qui... Au début, c'était vraiment... On fait assemblant que c'est de détective privé, puis on n'a aucune idée c'est quoi l'histoire du film. Fait que c'était vraiment ça au début, là. On invente, puis on a du stock footage super poche de lui qui fouille dans des vidanges sans but, là. Il y en a qui, genre, ils montent dans un échafaud, là. Je pense que ça, c'est dans le film, là, ou quelque chose comme ça, là. Tu sens que vous avez pris 2-3 bières, bon, on va aller tourner à soir. Exact. Puis on tournait de tant de manière, on va dire, illégale, là. On était là, l'échafaud, Nick a dit, veux-tu que je monte là-dedans? J'étais comme, oui, là, mais tu sais, descends vite parce que je sais pas si quelqu'un va se pointer, là, c'était dans Limoilou, il y avait un échafaud, là, je veux dire, on improvisait tout le temps de manière impromptue, là. Puis plus le film avançait, plus on avait des moments plus émotifs, Nick a des enfants, fait que des fois on intégrait ses enfants, puis il avait l'air d'un père super touchant, puis il l'était aussi, là. Puis là, on faisait beaucoup de screen tests, de screening sessions, là, genre avec des gens qui avaient rien vu. Puis là, on voyait qu'est-ce qui marchait mieux, qu'est-ce qui marchait moins bien. Puis éventuellement, c'est vraiment le dernier tournage. On a commencé en 2013, puis le dernier tournage, c'est au printemps 2015. Puis là, on a plus intégré un plotline. Mais c'était un peu un artifice. Quand je regarde encore aujourd'hui, je vois toutes les scènes qui étaient juste des hangout scenes, genre. Ouais. Puis là, entre les deux, on ajoutait éventuellement, je sais pas, comme... J'ai pas de bon exemple qui me vient en tête, mais mettons qu'il échappait une tasse dans une scène d'improvisation sans but. Ben là, après ça, plus tard, on a comme créé une scène, mettons, qui avait un lien avec la tasse. Okay. Fait que là, ça a comme l'air authentique, mais à la base, le plotline, c'est juste des affaires ajoutées pour faire du lien de 2 scènes, puis ajouter un suspense dans un film de détective. Là, mais ça a un look encore plus méta, parce qu'il y avait comme une certaine part qui était un vrai documentaire là-dedans, exact. Qui était votre expérimentation et qui a été trafiqué pour en faire quelque chose de très sympathique, en fait. Là. Ouais, ben, en plus, Nick, son histoire personnelle de sa vraie vie est assez funky. Son père, c'est un immigrant illégal venu de la Grèce. Fait qu'on a tout mis ça dans le film. T'sais. Fait que des fois, il pleure en parlant de sa famille, puis c'est vrai. Okay. Fait que oui, il y a cet aspect-là méta parce que il y a beaucoup de vrai dans le film. Puis d'ailleurs, entre guillemets, c'était souvent un problème en festival d'un Q&A, les gens pensaient tout le temps que c'était un vrai film, t'sais. Alors qu'à la fin, il est marqué Nick Theodorakis dans le rôle de Harry, puis tout, t'sais. Puis même, on parlait de Letterboxd tantôt, il y a un gars super sympathique sur Letterboxd, je le nommerai pas parce que ça l'a gêné, mais il avait écrit une méga review ultra dithyrambique, ultra longue, sur le fait que c'était un grand documentaire, puis il parlait du steak de Falardeau, puis tout, puis là, je voulais répondre, ben moi, je réponds tout le temps à tous les gens qui font des reviews sur mes films, en disant merci, essentiellement, t'sais. Puis là, je savais pas quoi y répondre parce que je me disais... Tu vas casser sa bulle. C'est vraiment cool ton texte, puis en même temps, faut que je te dise de quoi, puis tu vas être gêné. Le Père Noël, il existe pas, là. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, il s'est rendu compte avant même que j'intervienne que c'était un faux documentaire. Je sais pas comment il s'en est rendu compte. Puis là, il a tout effacé sa méga review, puis il a marqué « Je me suis fait avoir ». Puis là, après ça, il en a réécrit une plus courte. Puis là, j'ai dit hey, « Merci ». Puis en passant, j'avais lu avant. Puis là, il était là « Arrête d'en parler, ça me gêne. » Puis, ouais. Ben, en même temps, je sais pas si c'est le but de cette genre de proposition de catfisher. Pendant le film, certainement. D'ailleurs, le film commence avec un avertissement qu'on respecte. Je sais pas quelle réglementation canadienne qui n'existe pas. Un peu comme les frères Cohen dans Fargo qui disent ceci est une histoire vraie, alors que ça n'en est pas une. Mais à la fin, moi, j'avais fait un générique, ça le disait. Là. On voyait les acteurs avec leur rôle, puis tout. Le but, c'était à la fin de dire, écoutez, c'était un faux documentaire. T'sais. Mais bon, qui écoute les génériques de nos jours, voilà. On en a la preuve. Puis, sauf que là, il y a eu un certain laps de temps entre Harry puis la guerre nuptiale. Ouais. Un petit une perte de motivation, genre? Ou Ben, je dirais pas perte de motivation, vraiment pas, mais c'est que il y a des personnes proches de moi qui ont eu des changements d'emploi à ce moment-là, des changements de carrière très, très importants. Puis moi, comme je disais tantôt, je suis autodidacte de nature, puis je suis enthousiaste quand même, tu sais, fait que j'ai tout le temps l'impression que je peux faire tout, même si dans les faits, ça fait que je fais une histoire du Nord éventuellement, tu sais. Mais, fait que là, ces gens-là, je les ai aidés à partir de leur propre compagnie, puis dans ma tête, c'était comme 2 jours semaine pendant 1 an.
Finalement, j'ai mis 5 ans là-dedans. OK. Fait que le temps a juste passé trop vite. Puis d'ailleurs, justement, quand il est arrivé, mars 2020, la pandémie, le confinement, puis là, c'était beaucoup d'incertitudes à ce moment-là. J'ai comme... je me suis senti que j'ai frappé un mur, parce que tout d'un coup, tu sais, cette compagnie-là, je me disais, elle va peut-être mourir. C'était d'un tout début, là, quand on savait pas si elle allait avoir de l'aide financière. Ouais, puis, on savait pas en tête qu'est-ce qui allait arriver. Puis ça allait être la grippe espagnole, puis tout, tu sais. Là, je me disais, j'ai mis 5 ans là-dedans pour supposément faire de l'argent, I don't know what, puis là, ça se peut que ça disparaisse, puis pendant 5 ans, j'ai pas fait de film, puis tout, puis là, ça a été un gros choc, puis là, j'ai comme snappé, puis je me suis dit, OK, on tourne dans un mois. Là. Fait que là, je me suis full grouillé, j'ai écrit un script que ma blonde a dit, Max, pas assez travaillé, puis tout, puis j'étais là, ouais, t'as raison, mais on tourne dans un mois, genre, c'était un mois pour me dire tes commentaires, puis tout, puis là, ben, je contactais des acteurs, incluant des acteurs que j'avais jamais contactés, puis tout le monde travaillait pas. OK. Fait que tout le monde me disait oui. J'étais à Verge, j'étais censé jouer au théâtre cet été-là, puis il y avait 3-4 affaires, puis elle a dit ça vient tout d'être cancellé. Fait que ouais, je vais venir à ton tournage. Entre guillemets, j'ai rien que ça à faire. Là, ouais. Puis ironiquement, quand on a planifié le tournage comme le 15 juin, puis là, ça a commencé à rouvrir à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ben, avant d'aller plus loin, peut-être dans le film, peux-tu juste nous décrire en quelques lignes de quoi parle la guerre nuptiale pour ceux qui nous écoutent? Ouais, ben la guerre nuptiale, je dirais que mon synopsis officiel, c'est en plein cœur d'une querelle, 2 amoureux sont soudainement interrompus par de prétendus intraterrestres affirmant que leur réconciliation pourrait sauver le monde. Pour moi, c'est un film... j'ai un blanc du mot que je voulais utiliser, mais je veux dire, c'est une métaphore sur les chicanes amoureuses, puis sur tout ce qui se passe en dedans de nous pendant une chicane, parce que quand les émotions sont dans le piton, on devient beaucoup plus incisif, on tient à nos points, à des points que si on va bien ou on n'est pas en chicane, on s'en fout, là, genre... parce que souvent, dans une chicane qui va trop loin, le classique, c'est qu'à un moment donné, on ne chicane plus pour le début, là, on chicane parce que la personne a dit dans chicane que si, que ça, là, fait que là, ça devient un labyrinthe. Ouais, puis tu sais plus où t'es rendu, finalement. Non, exact. Mais l'important, c'est de gagner et d'avoir raison. Voilà. Ah, puis... à un moment donné, ça devient tellement émotif, puis tu sens tellement que tu as été trahi ou ci ou ça, que il n'y a rien que tu peux faire. Puis je me souviens, ben justement, c'était la pandémie. On passe beaucoup de temps. Moi, ça faisait déjà 5 ans que j'habitais avec ma blonde, mais là, c'était comme 24 heures sur 24. Ouais. Fait que là, je pense que c'était propice à ajouter des tensions d'un couple. Paraît-il qu'il y a bien des couples qui sont séparés pendant la pandémie. Fait que je me souviens d'une chicane précise. On a notre chicane, puis je me souviens moi, quand à un moment donné, dans une chicane, je pogne un bout où j'arrête comme de parler, puis là, j'ai le fixe, puis là, je gosse. Là. Mettons, j'ai un crayon, puis j'essaie de mettre un angle droit, là, peu importe, là, je fixe sur de quoi, t'sais. Puis là, je me souviens de regarder dehors par les stars, puis de me dire, hey, ça n'a pas de bon sens que moi, puis Lubna, ma blonde, on chicane autant pour une niaiserie, puis en même temps, je veux pas lâcher mon point, puis je trouvais ça surréaliste. Mm-hmm. Fait que là, c'était ça l'idée, c'était de faire un compte sur ce sentiment-là, qu'à un moment donné, ça devient surréaliste, une chicane, que ça fait plus de sens, ça s'est rendu, on est dans un autre monde, je me souviens de regarder par la fenêtre et de me dire, je comprends même pas rationnellement comment est-ce que moi puis ma blonde on peut en venir là, parce que c'est supposément super grave, là, puis pourtant on sait qu'on se laissera pas, mais c'est super grave à ce moment-là. Là, puis dans la mise en scène, c'est quelque chose d'assez surprenant. C'est beaucoup pour décrire à l'audio, les personnages doivent être filmés seuls généralement. C'était-tu toi qui donnais la réplique à ce moment-là? Il faut dire que la forme du film, c'est comme une rencontre Zoom pour donner une des idée, vignettes, mais c'est ça, plusieurs... très animé, chacun sa couleur, sa palette de couleurs. Fait qu'il y a vraiment une recherche esthétique là-dedans. J'ai comme plein de questions en même temps, mais c'est ça que tu avais déjà en tête quand tu es allé tourner ou pour ta mise en scène, dans le fond? Essentiellement, donc c'est ça, le film, c'est comme une discussion Zoom. J'aime pas trop dire ça, parce que les gens s'imaginent quelque chose de plate, super statique, tout alors qu'on a vraiment essayé de briser le code de ça, tu sais. Mais bon, tous les personnages ont des écrans différents, on peut le dire comme ça. Puis à l'époque, quand on a commencé, on n'avait comme pas le choix, c'est-à-dire que à cette époque-là, les acteurs, c'était le début de la pandémie, puis il fallait qu'ils soient à 2 mètres d'écart.
Fait qu'il y avait... C'est Denis Côté qui a fait Hygiène sociale, je pense. Comme lui, il avait fait des personnages qui sont tous à un certain nombre de mètres d'écart. Nous, c'est ça. Je cherchais comment faire un film dans les circonstances actuelles. Puis c'était soit on tournait dehors dans des champs, on a fait de même. Puis là, justement, j'ai vu le clip de Emerald, qui était fait par mon ami Sébastien Corriveau. Emerald, qui est un groupe musical dont tu serais peut-être capable d'en dire plus. C'est ça, c'est rare, je plug mes projets, là, mais oui, moi je suis musicien par la bande, puis hors micro, c'est ce qu'on a, j'ai fait ce lien-là, finalement. Sébastien, qui avait réalisé nos vidéoclips, c'est aussi un de tes bons amis qui a fait la direction photo co-réalisée, peut-être. On était deux sur le set, fait que moi je faisais le son, les répliques, la réalisation, la direction d'acteur, puis lui il faisait comme la direction artistique, la caméra, la direction photo. C'est ça. Fait que l'exercice qu'il avait fait pour notre clip de dynamiser ces vignettes de couleurs-là, finalement, c'est ce qui a un peu inspiré la mise en scène pour ton scénario. Oui, totalement, c'est ça. On s'est inspiré de clips qu'il avait fait, puis quand je les ai vus, je me suis dit, ça serait une bonne manière, parce qu'au début, on dit, OK, on va faire les écrans séparés, puis on faisait des tests, puis l'écran était trop chargé. Puis là, quand j'ai vu son clip de tous les carrés de couleurs séparés, là, je me suis dit, OK, ça, c'est quoi? Non, c'est Ataraxie, c'est exact. ça. La toune, Puis là, je me suis dit, OK, ça va décharger l'œil, parce que sinon, quand dans chaque carré, il y avait trop de couleurs disparates, ça devenait comme un pâté chinois, quelqu'un met son ketchup dedans puis qu'il le brasse. Là, on voyait plus rien. Là, fait que là, en séparant les couleurs, ça faisait comme plus agréable à l'œil. Donc, c'est ça. On a filmé tous les acteurs séparément à cause de la pandémie, puis là, on a trouvé le concept en regardant les vidéoclips de Seb, celui d'Emerald, celui de Taraxi. Et j'ai perdu le fil de ma réponse. C'était quoi la question originale? C'est ce qui t'a inspiré à cette mise en scène-là. Oui, exact. C'était une contrainte qu'on voulait transformer en... C'était une contrainte de tournage, clairement. Puis quand il y a une contrainte de tournage, je pense que l'objectif, c'est que ça ne serve pas d'excuse. Ouais, il y en a qui vont dire que ça sert d'excuse. Un plus-value, finalement. Exact. L'idée, c'est de dire, bon, ben là, ça, c'est ma contrainte. Il faut que je trouve le moyen qu'au final, ça devienne une force. Comme dans Apocalypse Now, Marlon Brando s'est pointé sur le set, extrêmement overweight. Il avait pas appris, il avait pas lu son texte, rien. Puis là, pendant des jours, Coppola, il capotait. Je pense qu'il avait donné 1 million pour qu'il vienne. Puis tu sais, il faisait rien pantoute. Puis là, pendant des jours, il s'est dit, comment est-ce que je peux mettre Brando en scène dans les circonstances actuelles? Puis finalement, moi, je trouve que c'est une grande réussite parce que j'ai vu ça dans le making-of par après. Ouais. Mais la première fois que j'ai vu Apocalypse Now, j'étais là, hey, Brando, il est-tu fort? Hein? Je le trouvais tellement épique. Finalement, t'écoutes le making-of, t'es là. Charismatique, il dit rien. Exact. Là, t'écoutes le making-of, t'es là, OK, c'est un fiasco total, puis ça a juste bien à donner. Ils l'ont mis un peu dans le noir, ils l'ont laissé parler, puis on gardé ce qu'il y avait de plus d'intéressant. Exact. Puis au final, il a l'air massif, mais musculaire. Il a pas l'air si gras, là, alors qu'il pesait comme, je sais pas, 325 livres. Là, ça a l'air que Brando était gêné lui-même. Là, mais c'est ça. Fait que le but, c'est quand puis après ça, c'est aux gens de décider si on a réussi ou pas, mais quand tu pars d'une contrainte, le but, c'est d'essayer de l'exploiter pour en faire une force. Fait qu'il y a plein de choses. On a commencé par filmer ça, puis en montage, après ça, il nous venait des idées. Des fois, parce que dans le fond, le film, alors qu'on le voyait, c'est que c'était un canevas, c'est l'écran, c'est le 16:9 noir, puis là, par-dessus ça, on met nos carrés de couleurs. Mais éventuellement, on s'est dit, OK, des fois, notre canevas, ça va être un ciel étoilé. Plus on travaillait, plus on trouvait des idées pour essayer d'utiliser ce canevas-là. Puis je pense que si on avait continué encore 2 ans, on aurait eu d'autres idées, mais là, ça faisait déjà 2 ans parce qu'on a commencé... excuse-moi, je suis verbomoteur, puis là, je parle. Vas-y, finis cette idée-là. On a commencé à filmer en juin 2020. Puis le film, là, la version actuelle, on l'a terminé le 31 mars 2022. OK. Combien de jours de tournage au total? Pas beaucoup. Dans le fond, pas beaucoup. Mais juste espacé. 11. Le tournage principal de base, c'était 11 jours en juin 2015. Après ça, on a fait 3 jours en mars 2021. J'ai dit 2015 avant, je l'ai dit 2020. Juin 2020. 3 jours en mars 2021. Puis l'Irlande. C'est ça que je me demandais pour les scènes extérieures. Donc, est-ce que c'est au Québec? Mais je trouvais que vous êtes allé en Irlande tourner ça quand même. Ben là, l'Irlande, dans le fond, si on fait des calculs mathématiques, le film, on a commencé à le faire en 2020, mais le clip d'Emerald de Jean-François, dans lequel il y a des shots de l'Irlande, est sorti avant 2020. Ouais. Il est sorti genre en 2018. Oui, parce qu'il est sorti avant Ataraxie, en fait. C'est ça.
Fait que l'Irlande, c'était un projet qu'on avait fait avec Seb. On voulait aller en Irlande faire probablement un long métrage. On avait l'occasion d'y aller. Fait qu'on est allé avec Denis Marchand, un acteur de Québec que j'aime beaucoup, qui vient d'ailleurs de jouer dans Arsenault et Fils. Oui, c'est ça. Puis on a filmé, puis on est revenu avec notre footage, puis on n'était pas capable d'en faire un film à notre goût. T'sais. Fait que, puis moi, je me souviens, comme à tous les 6 mois, je rouvrais, puis là, j'essayais de repartir de zéro, penser à des nouveaux concepts, puis tout, puis ça marchait pas, t'sais. Puis, éventuellement, quand ce projet est arrivé, Denis jouait dedans, puis là, j'étais là, OK, on pourrait intégrer le footage de l'Irlande. Fait que dans le scénario, c'était prévu, tu sais, c'était comme, j'ai déjà cette take-là, fait que là, je vais faire en sorte que c'est ça, ce sens-là, tu sais. OK. Fait que là, maintenant, dans le film, quand il y a des flashbacks, c'est en Irlande. Fait que c'était comme un ancien projet qui a pas tout à fait abouti, qui a absolument réussi à pas réintégrer. Ouais. Finalement, c'est devenu ça, sa finalité. Puis ironiquement, c'est souvent les bouts préférés des gens, c'est l'Irlande. Fait que c'est souvent quelque chose qu'on nous souligne. Là. Ben, c'est sûr que la direction photo change complètement. C'est super... C'est frappant comment c'est des paysages super beaux avec la mer qui frappe les rochers et tout, puis là, Denis au grand vent avec une carabine, et voilà. C'est ça le pire, c'est que l'ironie dans tout ça, c'est que c'est des shots qui sont pas si difficiles à faire. Une fois que tu es dans des beaux paysages, tu vas là, tu mets quelqu'un dedans, puis là, quelqu'un qui est pensif, puis après ça, tu joues avec ça. D'ailleurs, quand j'écoutais 3000 Years of Longing, quand on est allé samedi, je pense, ici au Clap, il y a une grosse... Les 2-3 premières histoires que le djinn raconte, on comprend même pas la langue. Là. C'est vraiment lui qui raconte l'histoire par-dessus des images. Puis évidemment, eux, ils font de la mise en scène, mais ça reste que c'est un vieux truc quand même efficace de prendre beaucoup de petites takes, puis là, quelqu'un qui raconte par-dessus essentiellement c'est quoi, puis ça donne de la production value à quelque chose qui n'en a pas de temps au final. Dans ce cas-ci, dans 3000 Years of Longing, il y en a de la production value, mais ce que je veux dire, c'est que... la recette, un peu, là, sans dénigrer. Puis... Sinon, t'avais-tu de quoi? Moi, juste peut-être parler un petit peu de tes comédiens. Comment les as-tu choisis? Quel a été le processus un petit peu? Le processus de base, c'était... J'avais pas fait de film depuis 5 ans, fait que au début, là, les premiers comédiens que j'appelais, c'était des gens que je connaissais, avec qui j'avais déjà travaillé, puis j'étais gêné de leur demander de jouer mon film. C'est vraiment bizarre comme phénomène, mais le sentiment d'imposteur dans la vie, ça... Je veux dire, je sais pas comment vous avez commencé votre podcast, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, vous faites votre podcast, puis c'est comme, of course, il n'y a rien là, puis vous faites vos affaires, mais les premières fois... Là, là, c'est rendu une certaine routine, contacter des gens et tout. Exact, là, c'est ça. On est dans machine c'est ça, vous n'êtes pas gêné de contacter quelqu'un. Non, exactement, mais oui, les premières fois, c'est anxiogène tout quasiment. Tout le monde va voir que c'est pas sérieux, mon affaire, alors que t'es bien sérieux dans ce que tu fais, mais je veux dire, c'est le sentiment que t'as. Fait que moi, les premiers acteurs que j'ai contactés pendant la pandémie, c'est des gens qui j'avais déjà travaillé, donc Toby Pelletier, Denis Marchand, Hugo Dulac. Puis éventuellement, plus les gens embarquaient, plus j'ai comme pris un air d'aller. Fait que j'avais rencontré Dominique Pinon, savez-vous c'est qui? Il joue dans Amélie Poulain, dans Délicatessen, c'est l'acteur principal dans Délicatessen de Jean-Pierre Jeunet. Puis lui, je l'avais rencontré, il avait vu Harry en France, puis on s'était rencontrés, puis il m'avait laissé coordonner, puis il avait bien gros trippé. Fait que même quand à un moment donné, j'étais tellement hype que là, j'avais contacté Dominique Pinon, tu sais. Puis on s'était parlé, puis tout, mais là, avec la pandémie, le faire venir, puis tout, c'était complexe. Fait que ça n'a pas marché, mais tu sais, pour montrer l'écart entre le début de mon casting et la fin. Mais c'est ça, fait qu'éventuellement, on regarde, j'ai passé beaucoup de sites d'agence, puis tout, puis... Des fois, Tammy Verge, c'est ma blonde qui me l'a conseillé, je l'ai appelée. Elle est vraiment dans la vie comme on la voit à la radio-télé, full accessible, de bonne humeur, tout, fait que ça a été facile. Et elle vient de Québec aussi. Elle vient de Québec, effectivement. Fait que mon casting... Moi, je dois dire que j'aime bien Emmanuel Bédard, que j'ai vu souvent au théâtre ici à Québec, donc c'est vraiment un des visages connus. Je trouve ça de valeur, je disais justement à Jeff, qu'on le retrouve pas plus souvent à l'écran parce que il y a vraiment une gueule intéressante, puis un style, un delivery, comme on dit, là, assez particulier. Il est vraiment solide, ce delivery, effectivement, parce que lui, quand je l'ai contacté, parce qu'il avait joué dans un court-métrage d'un de mes amis, Jason Béliveau, qui s'appelait Minuit à l'Oasis. Puis je l'avais trouvé super bon, puis évidemment, j'avais déjà vu son visage, mais c'est comme la première fois que je le voyais comme dans le spotlight, là, tu sais. Fait que je l'ai contacté, puis là, mais lui, il a une voix, là, tu sais, c'est un ex-fumeur, puis il a une grosse voix. Fait que lui, pendant la pandémie, c'est un des acteurs, c'est un des rares acteurs qui travaillait beaucoup. Okay. Parce qu'il faisait toutes les voix de, je sais pas, des pubs de Ford, de la ville de Québec, n'importe, tu sais. Puis là, il avait amené son studio dans son sol. Puis fait que là, il m'avait dit, écoute, moi, je suis prêt à embarquer dans ton projet, mais j'apprendrai pas le texte par cœur.
est-ce que c'est correct? Puis là, tu sais, je pensais au concept quand on a filmé ça, puis j'étais là, ouais, pas de trouble, c'est bon. Fait que lui, il est arrivé, on a fait une pratique par Zoom, puis il comprenait le personnage, mais dans le fond, lui, au lieu que j'y fasse la réplique des autres personnages, lui, c'était le seul que j'y faisais sa réplique. Ouais, OK. Puis lui, il la répétait. OK. Wow. Fait que, à part des gens, je faisais comme tous les personnages un après l'autre, puis quand c'était à eux, tu sais, ils savaient que c'était à eux, mais lui, je faisais juste dire qu'est-ce qu'il fallait qu'ils disent. T'sais. Puis d'ailleurs, dans le film, moi, il y a une scène que je trouve super bon quand il parle. Dans le fond, on comprend à demi-mot qu'il a trompé son ex-femme. Puis tu sais, c'était vraiment une improvisation que... Dans le fond, il prend des pauses, mais en réalité, ces pauses-là, je suis en train d'y parler. Puis là, il fait semblant, il regarde ailleurs. Puis là, ben, il écoute ma réplique, puis là, il la livre. Puis là, au montage, Mais il est super. Il est tellement incarné naturel. Il y a différents types d'acteurs. Il y en a qu'il faut vraiment qu'il y ait une zone de confort bien précise, puis qu'ils ne sont pas là-dedans, ils sont pas contents. Puis tout. Puis Brando fait cette réputation-là, que... Quand il est dedans, mais quand que ça ne tente pas, il fait chier tout le monde. Là, puis il y en a que c'est juste des naturels, puis ça a tout le temps l'air facile. T'sais. Puis Emmanuel Bédard est vraiment comme ça, puis Toby Pelletier est vraiment comme ça. Lui, c'est quelqu'un, il a commencé jeune, il faisait Ramdam, qui était une quotidienne. Là, fait que, fallait qu'ils apprennent leur texte 10 minutes avant. Puis tout. Fait que ça, c'est des gens que tout le temps super naturel, super facile. Fait que c'est le fun de travailler avec eux. Puis dans la production de tes films, tu choisis le chemin du combattant, qu'on pourrait dire. C'est que t'es pas financé, toi. Ben, en fait, se faire financer est un autre chemin du combattant. Ouais, exact. Compris, c'est bien que tu le dises comme ça parce qu'effectivement, chaque chemin a ses avantages et inconvénients. Moi, les gens qui attendent 6 ans, comme j'étais allé à la première de Noémie Dioui à Montréal, puis la réalisatrice, je pense que c'est Geneviève Albert. Exact, oui. Puis elle parlait de son processus, puis il comptait que ça faisait 6 ans qu'il avait commencé à travailler sur le projet, puis qu'il avait filmé à peu près il y a 1 an. Ça veut dire que c'est 5 ans d'administratif. Moi, de réécriture de scénario pour que ça plaise à... Exact. Puis je trouve ça extrêmement... Moi, dans ma personnalité, je trouve ça trop difficile d'encaisser ça, d'attendre. C'est comme la guerre nuptiale. Il a fait des circonstances, je comptais tantôt, pendant 5 ans, j'ai pas fait de film, il y a des circonstances qui ont fait dans ma vie qu'à ce moment-là, j'ai eu un sentiment de le faire, d'urgence, de le faire dès maintenant, puis si j'avais voulu avoir une subvention, puis c'est bien correct, mais il aurait fallu que j'attende 1, 2, 3 ans, puis dans 3 ans, ça veut pas dire que j'aurais voulu raconter cette histoire-là, Effectivement. Fait que moi, à ce moment-là, j'étais comme, bon, ben, let's go, on le fait, puis on s'organise avec nos troupes, puis à la limite, tu sais, j'ai beaucoup d'amis en cinéma qui m'encouragent. Ils m'ont montré certaines subs que je connaissais pas, qui sont comme... c'est moins long avant de les avoir, puis c'est moins administratif. Mettons, il y a des subs qui sont plus adressés à des artistes, parce que les grosses subs comme la Sodec puis Téléfilm, c'est des compagnies. Tu sais, c'est uniquement une compagnie qui peut le demander, puis c'est très lourd administrativement, puis c'est bien correct en même temps, parce que tu veux pas que cet argent-là soit dilapidé. Là, c'est quand même des grosses sommes, c'est du sérieux, tu sais. Puis il y a d'autres subventions qui sont plus adressées à des artistes, qui sont pas nécessairement juste réservées à la cinéaste, mais que bon, faut que tu les fasses en ton nom personnel et tout. Puis bon, là, on m'en parle souvent, puis ça se peut là, que je fasse des... que je pense, ne serait-ce que pour avoir une subvention pour écrire. Maintenant, ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est un classique. Là, parce que, tu sais, je veux dire, j'ai des amis qui ont des subventions pour écrire leur court-métrage, c'est juste la subvention pour écrire le court-métrage est plus grosse que mes budgets de film. Là, fait que là, je suis comme, ouais, j'avoue que ça pourrait être intéressant. Là. Justement, quel truc tu peux te donner à quelqu'un qui veut se partir aussi, veut faire un petit film comme ça, financer lui-même? C'est connaître bien du monde, j'ai l'impression, puis de... Ben, je pense que c'est connaître sa personnalité. Moi, je me souviens que dans le temps, quand j'avais lu un article de Tarantino qui disait « Moi, je suis pas allé... j'ai pas appris mes films à l'école de film, j'ai appris à faire des films en faisant des films. » Moi, ça m'avait bien gros parlé parce que pour moi, j'étais un autodidacte de nature, j'en parlais, fait que j'étais comme « Ah oui, tu sais, je vais me pitcher dans la gueule du loup puis je vais apprendre de même. » Puis moi, c'est un chemin que j'aime. Mais ma blonde, je la connais, elle aime ça aller à l'école. T'sais. Moi, je déteste aller à l'école, elle aime ça, se faire enseigner, faire ses devoirs pour elle, là, elle aime ça. T'sais. Ben, ça dépend vraiment. Je pense que c'est important de se connaître, de se comprendre, puis d'adapter. Si on a quelqu'un qui fonctionne avec la passion, ben faut miser là-dessus. Si on a quelqu'un qui a une tendance plus insécure, ben là, ça peut valoir la peine de travailler sur des sets d'autrui avant. Puis ensuite de commencer avec un petit projet, voir comment ça va. Je pense que vraiment l'idée, c'est de trouver une recette qui nous correspond. Dans mon cas, c'est fueler à la passion, ça c'est ça. Au risque. Est-ce que tu as ce retour, si on veut, au cinéma te donne envie là, de
travaillais déjà sur un prochain projet? Ou, OK. Oui, vraiment. Là, ce hiatus-là de 5 ans, c'était un traumatisme dans ma vie. Puis je ne vais pas le répéter. Non, j'ai déjà commencé à écrire. Puis, dans 2 ans, j'espère avoir mon nouveau long-métrage. Puis, c'est correct. On a des passes dans notre vie, puis des fois, on prend un angle qui n'est pas nécessairement celui qui était prévu, mais... En même temps, ça vient nourrir notre création. Exact, c'est ça. Je veux dire, je suis bien content de la personne que je suis aujourd'hui. Ces 5 années-là, ça m'a fait apprendre d'autres choses. Je pense que je suis meilleur que jamais pour gérer des budgets de films et tout. Même le côté administratif de la patente, maintenant, je suis plus perméable à ça à cause qu'une entreprise, c'était beaucoup d'affaires de même. Là. Fait que j'ai appris de ça, mais c'est sûr que maintenant... je veux miser beaucoup sur le cinéma pour pas regretter à 70 ans. Là, puis, je sais pas si tu allais là, mais c'est quoi qui reste? C'est quoi la suite de la vie pour La Guerre nuptiale? Là, il va être au FCVQ. Il avait été à Montréal au rendez-vous du Québec Cinéma. C'est ça, on parle de nos approches. Je me souviens pas si on a parlé dans le balado, mais... Ou hors micro, là, ouais. Je pense que c'était hors micro, c'est ça, ouais. Ah, je sais pas, vas-y. Mais j'allais dire, c'est ça, moi, je fais mes films... dans le fond, dans le cinéma québécois, habituellement, c'est avant même de commencer un film, il faut avoir le financement puis tout de suite avoir son distributeur. Puis avant même que l'œuvre existe, dans le fond. Puis une fois que l'œuvre existe, là, le distributeur est déjà attaché puis ça se fait bien, t'sais. Moi, à cause de ma manière particulière de le faire, je fais plus ça à la manière de quelqu'un qui écrit un roman ou qui fait une peinture, c'est-à-dire je fais mon œuvre, puis ensuite j'essaie de la distribuer. Mais c'est sûr que ça crée des défis parce que même quand j'approche des distributeurs super sympathiques, ils sont juste pas habitués là, de se faire présenter un film qui existe déjà. Fait que... Alors qu'aux États-Unis, ça se fait quand même. Oui, exact. Mais on dirait que c'est ça, c'est pas le modèle québécois traditionnel. C'est ça. Fait que c'est bien correct. Les gens sont... C'est pas comme ça que ça fonctionne de manière générale. Fait que c'est tout le temps un défi un peu plus grand que je l'espère de distribuer mes films. Donc là, en ce moment, La Guerre nuptiale, la stratégie actuelle, c'est de faire la tournée des festivals. Donc là, on a fait Montréal, on fait Québec cette semaine. Puis ensuite, on a les États-Unis, la Belgique en septembre aussi. Puis après ça, c'est de voir si ça débloque à d'autres places. Il y a des offres qui ont été faites ailleurs. Tu sais, j'ai des chaînes de télé. Moi, c'est la première fois qu'il y a des chaînes de télé qui me contactent. Pour Harry, c'était pas arrivé. Là, j'ai des chaînes de télé qui m'ont contacté. Mais c'est que ça reste que... Pour moi, ça me prend beaucoup de temps, alors que je préférais mettre tout ce temps-là dans un film, c'est bien normal. Puis l'autre chose, c'est ça, c'est que je suis pas je me considère un professionnel du cinéma, mais pas un professionnel de la distribution. Donc, il faut que je travaille et pour La Guerre nuptiale, à me trouver un distributeur efficace, et pour mes prochains films, à peut-être un peu plus prévoir le coût en amont. Ouais. Merci beaucoup, Maxime, puis bonne chance avec la suite. Et La Guerre nuptiale est présentée au FCVQ vendredi à 16h30 à l'Impérial de Québec. Voilà.